Commencer une présentation un peu du contexte et des enjeux. On parle beaucoup effectivement depuis quelques temps et c'est dans l'actualité donc de l'électromobilité en règle générale et du véhicule électrique en particulier. Donc ces enjeux, ils sont d'ordre divers, mais bon, il y a des enjeux écologiques, on peut en parler, mais qui sont flagrants par rapport aux accords qui ont été signés, les accords de Paris sur la réduction des gaz à effet de serre. On a évidemment des enjeux économiques par rapport à notre dépendance vis-à-vis du pétrole, donc à la dépendance énergétique, des enjeux de pollution plus précis autour, des pollutions urbaines, qui soient liées aux particules fines ou au bruit aussi, c'est important. Et puis, on peut aussi imaginer d'autres intérêts à l'électromobilité. Je pense en particulier à la possibilité du stockage d'énergie face aux batteries qui servent sur les véhicules électriques. Donc, c'est un peu ces enjeux qui sont en cours actuellement. Donc, on parle là de quelques chiffres. Donc, en 2023, on a un objectif ambitieux de 2,4 millions de véhicules électriques. On n'y est pas encore, hein, c'est les chiffres pour la France. Et donc, ce serait une multiplication par 12 par rapport à la situation actuelle, 12 fois plus de véhicules électriques qu'actuellement. On sent qu'il y a un réel engouement sur le marché. On a une offre qui est de tous les constructeurs automobiles. Maintenant, tous les constructeurs automobiles ont une offre de véhicules électriques. Et donc, il y a une offre, il y a un marché qui est dynamique, on va le voir, même si encore, ça représente un pourcentage qui n'est peut-être pas aussi grand que, évidemment, par rapport aux véhicules thermiques. Et puis, si on parle de véhicules électriques, il faut bien les recharger. Donc, en face de ça, il y a les bornes de recharge. C'est le fameux IRVE, donc infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Actuellement, l'objectif de 2022 serait de 100 000 IRVE. Et si on regarde ce qui a été présenté, c'est des sources du ministère. Et en 2030, l'objectif serait de 7 millions de points de recharge. Donc, il y a un vrai travail à faire, il y a une vraie dynamique à instaurer. Et puis, bien sûr, on peut préciser les choses sur ce qu'est le banc de recharge. Encore une fois, dans ce webinaire, on va rester à un certain niveau de compréhension. On ne va pas trop rentrer dans les détails, on ne pourra pas le faire ensemble. Ce sera peut-être l'objet d'un autre webinaire. Donc, là, je présente un petit peu les différents types d'électromobilité. L'intérêt de l'électromobilité, c'est qu'elle peut prendre des formes assez diverses. Donc, l'électromobilité très légère, on en a parlé beaucoup récemment, alors que les vélos à assistance électrique, qui est un très gros boom, pour le tester aussi au sein du LCIE. Les trottinettes électriques, évidemment, et puis aussi, là, il y a des sortes de petites mobilités légères. Et après, toute la gamme des véhicules routiers sont déclinés en électrique maintenant. Alors, j'ai quelques exemples. J'ai aussi des choses, un véhicule autonome, Navia, ou ainsi de suite. Aujourd'hui, on va se focaliser sur un point important, sur le véhicule électrique, ce qu'on appelle catégorie M1, le véhicule particulier pour le transport des personnes. Et donc, quand on parle de véhicule électrique, il y a trois familles, puisqu'il faut bien préciser les choses. Il y a le véhicule 100% électrique, où vraiment l'attraction mécanique est assurée par une motorisation électrique, donc avec une batterie de traction. Bon, je vais donner deux exemples, la Renault Zoé, évidemment, et puis la BMW i3. Il y a la partie, donc, ça c'est le 100% électrique, la partie hybride rechargeable, où il y a une double motorisation. Alors après, il y a les structures, les architectures sont différentes, mais qui permet à la fois une traction par le moteur thermique ou électrique, mais qui nécessite une infrastructure de recharge. Donc, ça nous concerne. Et puis, la troisième famille, qui est hybride non rechargeable, même si il y a une motorisation électrique avec une batterie, mais cette batterie n'est pas rechargeable. Donc, elle ne nous concernera pas, en tout cas, dans notre approche aujourd'hui, puisqu'on va se concentrer sur les infrastructures de recharge. Donc, quelques chiffres ou quelques graphes pour présenter un petit peu l'état actuel du marché. Alors, je vous invite à aller voir, c'est intéressant, c'est l'Observatoire européen des carburants alternatifs. J'ai mis le site en lien, c'est la source. C'est mis à jour, c'est un site institutionnel et on voit par pays, par un tas de chiffres, qu'est-ce qu'on peut voir. Donc, le parc des véhicules particuliers M1, ce que j'ai appelé M1,
dans la réglementation européenne, donc c'est les véhicules de transport de 8 personnes maximum, donc les véhicules particuliers de manière générale, on va dire. Et donc, ce qu'on voit, donc là, on parle des VE et des hybrides rechargeables, donc ceux qui nécessitent de la recharge. On voit une nette progression. Voilà, en 8 ans, on voit une augmentation du nombre de véhicules sur le marché, même en 2020, là, on a mi-année, on a déjà atteint un certain chiffre. Ça reste, alors on parle de 1 million, 1 200 000, ça reste une proportion, on verra pour la France, une proportion quand même par rapport aux véhicules thermiques qui est encore largement minoritaire, évidemment. Si on se concentre un tout petit peu sur la répartition par pays, bon, il y a des pays qui sont très moteurs, on peut peut-être le dire, sur ce type d'électromobilité. Donc là, on voit l'Allemagne et puis la Hollande, la Suède. Alors là, il y a un pays qui est très très en avance aussi, c'est la Norvège, mais il n'apparaît pas parce que je pense que c'est pas un pays de l'Union européenne, en tout cas du marché commun. Et puis on voit une répartition qui peut être différente suivant les approches ou suivant les pays entre les hybrides rechargeables et les VE 100%. Bon, ça dépend un petit peu aussi des incitations gouvernementales ou du marché, de l'offre qui est historiquement. En France, on a Renault qui a fait beaucoup avec la Zoé, donc on trouve beaucoup de véhicules 100% électriques. Si on se concentre sur la France, toujours sur ce même domaine, ce même segment de véhicules particuliers, alors c'est intéressant. Sur ce premier graphe à gauche, on a le pourcentage d'immatriculation de véhicules particuliers. Et donc, par rapport au parc, par rapport au thermique, en fait, en définitive, par rapport au nombre d'immatriculations. Donc, on voit en 2019, on est à 3%. Ça reste quand même modeste, mais ça monte. Et en 2020, on a un phénomène qui est assez drôle, donc je voulais le faire apparaître, c'est que pendant cet épisode de confinement, le nombre, enfin, tout le monde est bien au courant, que le nombre d'achats de véhicules a chuté, mais par contre, donc en thermique et aussi en électrique, mais par contre, ceux qui sont orientés, qui ont allé jusqu'au bout de l'achat, en proportion, là, sont orientés vers du véhicule électrique, une sorte d'achat un petit peu motivé, c'est intéressant de voir ça. Et puis, si on regarde donc en termes de parc cumulé, donc voilà, pour avoir un chiffre, actuellement, il y aurait 250 000 environ véhicules hybrides véhicules électriques, hybrides rechargeables, 100% électriques en France. Donc, il y a encore, c'est un marché en développement, on est encore loin de l'objectif que j'ai cité dès le début de la présentation. Si maintenant on s'intéresse, et voilà, et si pour ceux qui travaillent dessus depuis quelques temps, là je mets une petite ombre au tableau, un petit nuage sombre, dans le livre vert qui avait été publié au début des années 2010, oui, l'objectif était d'atteindre 2 millions de VE en 2020. Bon voilà, on n'y est pas, mais il y a une dynamique qui s'est un peu décalée dans le temps. Si on s'intéresse maintenant aux infrastructures de recharge, puisqu'on parle des voitures, il faut bien les recharger. Alors là aussi, au niveau européen, on voit une nette augmentation. Hein, encore une fois, sur à peine une dizaine d'années, il y a un net développement. Là, on parle des infrastructures de recharge du domaine public. Donc, on parle de 200 000 environ bornes de recharge. Alors, on parle des différents types de bornes de recharge. Et puis, une autre donnée intéressante, c'est le rapport entre le nombre de voitures électriques et par rapport aux infrastructures de recharge à disposition dans le domaine public. Évidemment que si ce rapport est trop élevé, on peut imaginer que ça pourrait créer des difficultés, des engorgements. Donc on voit qu'au départ, il y a eu beaucoup, tout au début, il y a eu des véhicules électriques qui ont été achetés avant même de déployer trop de bornes de charge. Puis après, ça s'est inversé. Là, ça remonte un peu parce qu'il y a un vrai engouement pour le véhicule électrique et donc le nombre de VE augmente. Il faudrait peut-être que ça augmente aussi au niveau des infrastructures de recharge. Et en France, si on reprend les mêmes données, voilà, on a à peu près une 40 000 environ points de charge publique d'estimation. Et puis, on retrouve après les mêmes chiffres, les mêmes variations sur le nombre de véhicules par borne de recharge. Donc, si on parle maintenant on peut fixer ce premier cadre entre ce marché entre le véhicule électrique et les bornes de recharge, on peut essayer de comprendre pourquoi il y a des blocages ou des choses qui feraient que le véhicule électrique
se développent plus ou moins. Et la première barrière, si on parle autour de nous, tout simplement, ça va être l'autonomie. On va ressortir cet argument en disant, voilà, une voiture électrique, faut la charger, et puis les batteries, c'est une certaine autonomie. Alors, déjà, les voitures électriques, maintenant, évoluent. Année après année, l'autonomie augmente, d'une part, mais surtout, si on s'intéresse aux données routières, on se rend compte que, c'est ce que j'ai affiché, donc 50% des trajets journaliers, donc c'est une source ADEME, est inférieur à 5 km et 80% inférieur à 50 km pour un trajet journalier de 30 km. Si on prend en considération ce point-là, on se rend compte qu'un véhicule électrique pourrait largement couvrir ses besoins. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ça en tête. Alors après, il y a toujours le fameux l'usage occasionnel où on veut parcourir 600 km ou pour se rendre en vacances. Là, ça pose une question. Mais si on parle d'autonomie, il faut aussi parler de temps de charge, parce qu'une fois que la voiture est déchargée, il faut la recharger. Si ça prend vraiment trop de temps, ça peut être un peu compliqué. Et là aussi, il y a une donnée routière qui est intéressante, c'est que les véhicules particuliers, nos véhicules, ce qu'on utilise, sont 90% du temps à l'arrêt. Je ne parle pas des gens qui vraiment ont leur véhicule comme un outil de travail, mais en règle générale. Et donc, ce serait de profiter de ces temps d'arrêt pour se charger. Ça se ferait dans une recharge conventionnelle, sur des infrastructures fixes, et si on ne part pas sur des projets très innovants, sur de la recharge par la route, ou par induction, ou en dynamique, au moment en circulant. Donc, si on dit ça, le besoin pour la recharge du VE, c'est un accès multiple à la prise de charge, de pouvoir se charger quand on a arrêté. Donc, finalement, les deux grands moments dans une journée, c'est le domicile et le travail. Et éventuellement, les centres urbains, lorsqu'on va faire des courses. L'adaptation du temps de recharge, si on charge toute la nuit, ça n'a pas vraiment d'intérêt de charger très très fort en 20 minutes si vous savez que vous n'allez pas prendre votre voiture avant le matin. Donc, profitez de ce long temps de stationnement pour charger. Et puis, de temps en temps, ça c'est important et c'est un vrai développement actuellement, c'est la charge rapide, la charge DC, d'avoir quand même cette capacité de dire je peux me charger et je peux rapidement pour faire des trajets un peu plus longs. Et là, on retomberait un petit peu sur le modèle de la station-service actuelle, même si c'est pas c'est pas le modèle qu'il faut suivre. L'idée, c'est de se charger souvent, pas forcément fort, mais et puis de temps en temps pour avoir cette possibilité de le faire. Donc, si on s'intéresse maintenant c'est un petit slide un petit peu facile à comprendre, mais la charge du véhicule électrique. Donc, on considère la borne de recharge, l'infrastructure de recharge. Il y a deux façons de charger un véhicule électrique. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce qu'on charge, c'est la batterie, et une batterie, essentiellement une batterie lithium-ion actuellement. Pour charger une batterie, il faut être en DC. C'est des tensions en courant continu, donc il faut absolument charger une batterie et adapter sa tension par rapport à la tension de la batterie. Donc, soit on a une infrastructure de recharge qui fournit un courant en AC, et c'est la voiture qui, à bord, aura son propre chargeur et son propre convertisseur pour charger sa batterie. Ou soit on charge en DC, c'est-à-dire que le convertisseur et le chargeur est dans la borne de recharge et on charge la batterie directement en DC. J'ai fait apparaître sur le dessin avec le fameux BMS qui gère et qui la gestion, qui fait la gestion limite en sécurité de la borne de la batterie, pardon. Le moteur qui lui est alimenté en AC et puis la possibilité de récupération d'énergie au freinage. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ce qu'il faut juste dire, c'est que si vous voulez charger fort, il va falloir un gros convertisseur, un gros chargeur. Et les constructeurs automobiles n'aiment pas trop embarquer des choses lourdes et grosses. Donc, il y a un moment, si vous allez vouloir vous charger très fort, il ne sera plus possible de mettre le chargeur dans la voiture. Et dans ce cas, c'est pour ça que les bornes de recharge rapide qui sont grosses et imposantes, qui vont vite, le chargeur, la partie conversion d'énergie à charge est faite dans la borne et plus dans la voiture. Donc, si on est obligé de parler des bornes de la recharge de véhicules électriques, on est obligé de parler d'un sujet important, c'est les prises de recharge. Différentes prises de recharge, différents standards qui existent sur le marché. Là, je fais figurer, toutes ces choses-là, la plupart d'entre nous ont entendu parler. Si on parle du côté véhicule, donc ce qui est embarqué sur les voitures, et ce qu'on pourrait retrouver en Europe, on va se focaliser un petit peu aujourd'hui sur l'Europe. Guylaine parlera un petit peu de la certification internationale plus tard.
Voilà ce qu'on peut retrouver. Donc, des types de prises. Donc, on parle de la type 1, qui est une prise en monophasé, on peut charger en AC. La type 2 en triphasé, donc on voit effectivement, il y a plus de conducteurs. Effectivement, il y a 3 conducteurs pour les 3 phases, le neutre, la terre, et puis des conducteurs de fil pilote. On verra un peu plus tard comment ça fonctionne. Si on passe sur le DC, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, il y a la prise CHAdeMO, qui est plutôt un standard asiatique, mais qu'on peut retrouver sur les voitures de constructeurs asiatiques en Europe, évidemment. Et puis, les combo 1, combo 2, donc qui permettent des charges à la fois en AC, à la fois en DC, donc sur les combo 1 et combo 2. On voit bien, on retrouve la même forme que la type 2 simple. Donc, on peut recharger, on peut brancher un cordon d'une borne AC comme un cordon d'une borne DC avec les deux conducteurs plus et moins du courant DC qui apparaissent ici. Donc, je passe assez rapidement quand même sur ces prises. Et donc, si on fait un petit peu un match avec ce qui va être en face, les bornes de recharge, et là, on se rend compte que tout de suite, ça se complexifie. C'est un peu les sujets d'interopérabilité, déjà, les formes de prise, les types de prises. Donc, à gauche, j'ai symbolisé les bornes. Qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, on parle de la type 3, la fameuse type 3, qui est une borne, qui est toujours un socle de prise développé donc avec des obturateurs qui permettaient de la charge en AC, en mono ou en triphasé. La type 2, alors la type 2 et 2S. Alors 2S, S c'est pour shutter, donc il existe avec aussi des obturateurs. On verra que dans certains pays, en France en particulier, dans certains cas, une grande majorité des cas, les obturateurs sont nécessaires. C'est des normes d'installation qui tirent cette exigence. Tout en bas, on voit une borne avec câble attaché. Dès lors qu'on est en DC ou à partir de 44 kW, en triphasé 63 ampères, on est obligé de charger en câble attaché, c'est la norme. Et au milieu de tout ça, il y a les prises, donc, les fiches. Donc, on va retrouver du type 1 tout en haut, on peut charger de 4 à 7 kW, du type 2 pour charger de 3,7 à 44 kW en triphasé. Et puis, donc, nos fameuses prises combo et CHAdeMO, là. Donc, voilà, ce petit monde doit vivre ensemble. Donc, il est évident que quand vous êtes un conducteur, vous avez votre voiture, vous voulez vous charger, vous n'avez pas envie de vous poser la question, est-ce que je peux me brancher, pas me brancher, est-ce que j'ai besoin d'un adaptateur, d'un deuxième cordon? Voilà. Donc, tout ça c'est un petit peu c'est normalisé au sens des normes, mais ça s'est un petit peu harmonisé pour simplifier un peu la vie des utilisateurs. On ne peut pas parler de la charge du véhicule électrique sans parler des modes de charge. Donc là, on va commencer un petit peu à rentrer dans les normes. Je ne vais pas trop faire de détails techniques, mais c'est la série des normes 61-851. L'idée quand même de ce webinaire, c'est un petit peu de se concentrer après sur la certification, enfin en tout cas sur la validation selon les normes, quelle est l'approche qu'il faut avoir pour mettre sur le marché une borne. Donc, on va insister sur ce point-là parce que LCI Bureau Veritas, en tant que groupe de contrôle et laboratoire, c'est le cœur de notre activité. Donc, on parle de la 61851, qui est la norme qui décrit cet écosystème de recharge de véhicules électriques. Donc, 4 modes de recharge, ça c'est important, il faut retenir, sont définis pour charger les véhicules électriques. Alors, le mode 1 sur une prise classique domestique, bêtement. Alors, ça concerne essentiellement les petits véhicules, mais pas les très anciens modèles de véhicules électriques. Mais pour les véhicules électriques dont on parle aujourd'hui et actuellement, on va commencer à parler du mode 2, du mode 3 et du mode 4. Donc, le mode 2, c'est on se recharge aussi on peut se charger sur une prise classique, standard, avec des contraintes, évidemment, la charge sera limitée, sera limitée en courant pour éviter des dangers électriques. Et ce mode 2, il est caractérisé par le fait que sur le cordon de charge, on a un dispositif, un boîtier électronique qu'on appelle un ICPD, défini par une norme aussi, 652, mais aussi par le 851 évidemment, et qui permet de contrôler certaines choses entre le véhicule et la prise, notamment dans ce boîtier, il y a un dispositif différentiel pour mesurer le courant de fuite et pour assurer la sécurité de l'utilisateur en cas de défaut sur la carcasse de la voiture.
Il y a une communication, c'est ce qu'on fait apparaître avec les petites flèches pour dire à quel courant la voiture peut se charger. Et donc là, il y a plusieurs cas. En tout cas, on peut retrouver des choses où ces fameuses prises mode 2 sont des prises de format classique, type EF en France, enfin, selon les pays, hein, parce que là, encore une fois, la normalisation est différente selon les pays. Et on peut se brancher, et suivant ces prises, on peut se charger entre 8 ampères si le boîtier, si la prise est tout à fait classique, jusqu'à 16 ampères si on est dans le cas d'une prise spécifique avec un système de reconnaissance. Dans ce cas, l'affiche reconnaît le socle de prise et ce fameux boîtier va dire à la voiture, on peut charger jusqu'à 16 ampères. Alors, il y a des petites nuances. S'il y a un capteur de température dans la fiche, donc qu'on intègre dans la prise, qui peut contrôler une problématique thermique qui pourra apparaître. Et dans ce cas, on permet de charger plus fort. Donc, voilà, et à droite, c'est intéressant de faire apparaître un petit peu les différentes puissances de charge et un exemple, parce qu'on parle tout le temps de puissance, mais ça ne nous parle pas beaucoup en termes de temps de charge. Et là, c'est important. Donc, j'ai pris un exemple de VE. Bon, pour rien vous cacher, c'est sur le site Renault, c'est la nouvelle Zoé, 52 kWh. C'est les chiffres annoncés par le constructeur. Donc, avec une autonomie à 390 km. Donc, WLTP, c'est une norme standard mondiale pour harmoniser sur le protocole de test sur un cycle mixte entre urbain, périurbain et autoroute. Ça donne ces données-là. Et puis, on parle toujours de la recharge à 80% parce que la dynamique de charge des batteries au lithium, lithium-ion en particulier, elles chargent très fort au départ et puis à la fin, après 80%, ça va s'aplatir et le courant va descendre. Et donc, voilà, les 20 derniers pourcents peuvent mettre beaucoup plus de temps, enfin, un peu plus de temps. Donc, voilà, donc c'est intéressant de voir donc des courants très faibles, on a des temps de charge très longs. Là où ça devient très intéressant, évidemment, c'est dès lors qu'on va basculer sur des infrastructures spécifiques. Donc, le mode 3, où on a une infrastructure de charge, une borne spécifique, une prise dédiée, donc telles que les prises qu'on a vues précédemment. Et là, on peut charger en monophasé à 32 ampères, donc 7,4 kW. Ça nous ramène à 7 heures, hein, puisque voilà, 7 fois 7, ça fait 49. Voilà, on se retrouve à peu près à 80% de kilowatts pour une batterie de 52 kWh. En public, on va pouvoir retrouver, alors j'ai mis public parce que le triphasé en France, c'est assez rare dans le domaine particulier, mais on va retrouver à 11 kW, donc des charges à 16 ampères triphasé, donc 4h30, et puis 2h15 à 22 kW. Voilà. Et puis après, la charge rapide. Donc, cette fois-ci, la conversion d'énergie se fait dans la borne. On est on peut aller sur des puissances plus élevées. Là, j'ai donné deux valeurs à 50 kW. Je pense que la nouvelle Zoé ne charge pas encore, en tout cas, ces puissances-là de 150 kW. Mais si c'était le cas, simplement, charger une batterie de 50 kW avec une puissance de 150 kW, et on divise par 3 le temps et ça nous ramène à 20 minutes. Donc, si on continue, alors j'ai fait un petit exemple, on va rentrer un petit peu dans le détail technique. Qu'est-ce qui se passe quand la borne de recharge, la voiture, se présente sur une borne de recharge? J'ai donné un exemple en mode 3, simplement pour expliquer ce dialogue assez simple, mais qui est important entre la voiture et la borne. Donc, la voiture arrive, il y a ce qu'on appelle le fil pilote qui est à 12 volts qui est sur la borne. Elle se présente, elle se branche et se connecte. Dans ce cas, automatiquement, la tension du fil pilote qui permet le dialogue entre la voiture et la borne descend à 9 volts. La borne va déclencher ce qu'on appelle un PWM, c'est un rapport cyclique qui lui permettra de donner la consigne de courant de charge à la voiture en fonction de certains paramètres. Dans ces conditions, la voiture ferme son contacteur S2. Tout ça, c'est normalisé, c'est écrit dans 61851, pour dire je vais me charger. Et aussitôt, à ce moment-là, c'est-à-dire quand on est dans l'état, on voit l'état A, l'état B, là, il n'y a aucune tension normalement, et donc quelque part aucun danger sur le socle de prise de la borne. Donc c'est quand même intéressant. Et là, à ce moment-là, seulement les contacteurs de la borne ferment ses contacteurs puisque la voiture a demandé la charge et elle va alimenter, donc elle va énergiser le socle de prise
et la voiture va se charger. Et puis, il peut même y avoir une régulation par ce fameux PWM. Là aussi, c'est normalisé. Donc, la consigne de courant de charge est donnée par la borne en disant à la voiture, tu peux te charger à 32 ampères ou non, tu peux te charger à 20 ampères en fonction notamment du cordon de charge, mais en fonction aussi peut-être de la gestion d'énergie s'il y en a dans la borne. Et voilà. Et à la fin, c'est la voiture qui dit j'arrête de me charger et la borne ouvre son contacteur. Ça, c'est une séquence de charge normale qui se passe de manière nominale. Si on parle rapidement du mode 4, alors là, c'est plus compliqué, évidemment. Autant dans le mode 3, dans ce que je vous ai montré, on est resté sur un dialogue analogique entre la borne et la voiture, même si dans le mode 3, il y a la possibilité d'un dialogue digital, numérique, suivant le protocole ISO 1518. Dans ce cas, dès le début, la borne dit à la voiture, je suis capable de dialoguer en numérique au travers du PWM avec une valeur à 5%. Et dans ce cas, donc ça ouvre des possibilités parce qu'il y a beaucoup plus d'informations qui pourront passer. Si on parle juste du mode 4 rapidement, on va parler du combo. On a vu le type de prise avec une communication par CPL sur le fil pilote, avec des protocoles, je viens d'en parler, ISO 1518 ou le protocole allemand DIN. Et puis le CHAdeMO, où on a une communication numérique par Buscan. Et si on décrit rapidement là les étapes, c'est beaucoup plus compliqué parce que la voiture, la borne ne sait pas quel type de voiture va se brancher, ne sait pas quel type de batterie il y a dans cette voiture, c'est-à-dire des tensions différentes. On peut avoir des batteries de 400 volts, 600 volts, 800 volts, et puis quel état de charge de la batterie. Donc il y a tout un dialogue qui se met en place, des échanges de paramètres, de courant max, de tension max. Un contrôle d'isolement qui doit se faire à l'état B. À l'état B, c'est quand on vient juste de se brancher sur la voiture, sur la borne. Et puis à l'état C, c'est-à-dire quand la voiture a fermé son contacteur S2 et qu'elle veut lancer la charge, là aussi, il y a tout un échange de messages. Donc le VE demande une tension, un courant, évidemment, puisque c'est lui qui connaît les tensions de sa batterie. Et puis la borne ajuste ces critères-là, ces caractéristiques électriques pour charger. Et puis il y a une régulation de la charge, voilà. Et ainsi de suite jusqu'à l'arrêt de la charge. Je ne rentre pas trop dans ce détail-là, c'est beaucoup plus compliqué qu'une charge mode 3 non numérique. Voilà, c'est pour savoir. Donc, maintenant, on va un peu s'intéresser vite. Juste une question, Oui. Jean-Paul. Est-ce que tu pourrais revenir, s'il te plaît, sur le sondage qu'on vient de lancer concernant où est-ce qu'on peut trouver un socle de prise de charge de type 1? Je vois que c'est Ouais. pas Alors, forcément clair pour tout le monde. en fait, là, oui, peut-être la question est peut-être. On dit simplement les socles de type 1. Est-ce qu'on voit ma souris? Oui. Oui, oui. Ouais, donc, c'est ici qu'on le trouve. C'est du côté du VE. Et on ne le trouve pas ici du côté de le socle. Je parle bien du socle. On va trouver une fiche ici, forcément, puisqu'on doit bien la brancher, mais le socle de prise, il va se retrouver que sur la voiture. Autant le socle de prise de type 2, on peut la trouver à la fois du côté borne et à la fois du côté voiture. Alors souvent alors, en France, on l'a pas trop. Mais ça peut être aussi des bornes avec cordon attaché aussi. Mais voilà, la réponse est là. Très Le bien. socle, on ne verra pas de borne avec un socle, en tout cas en Europe, avec un socle de prise type 1. Donc, félicitations aux 27% qui ont donné la bonne réponse côté Ouais. VE. Ouais, peut-être que la question n'était pas très bien posée, je ne sais pas. Mais... Donc, je vais essayer ouais, ça passe très vite. Ouais. Donc là, on va se concentrer un petit peu plus sur, on va sortir un peu du côté purement technique, mais sur la mise sur le marché d'un produit infrastructure de recharge, donc d'une borne, sur le marché européen. Bon, c'est compliqué déjà à notre niveau. Donc, si le mondial, le socle mondial, il y a des normes à prendre en compte. Guylaine en parlera. Mais si on focalise sur le marché européen, il y a plusieurs choses à respecter. Donc, le marquage CE, tout le monde a entendu parler, on va rapidement dire ce que c'est. Il y a d'autres règlements qui concernent des produits de type borne de recharge, des produits électroniques, électrotechniques. Donc, il y a un règlement REACH qui sont rentrés dans les détails, mais qui est là pour réguler un petit peu l'usage des produits, des substances dangereuses, donc liées à la chimie. Et puis, une directive des 3E, là, qui est plus liée à la fin de vie des produits et à la mise au rebut et des produits de type électrique et électronique.
la fameuse poubelle barrée qu'on connaît tous. Donc, si on se concentre un peu sur le marquage CE, le marquage CE, c'est quoi? Ça signifie la conformité du produit aux exigences essentielles des directives applicables. Les directives, c'est la loi, c'est au niveau européen, c'est la loi, c'est ce qu'il faut respecter. Si on choisit les directives qu'on doit appliquer à notre produit en fonction de la nature du produit, et une fois qu'on applique ces directives, à l'intérieur de la directive, il est écrit vous devez appliquer le marquage CE. Voilà. Et il y a surtout un chapitre qui concerne les exigences essentielles. Un peu la moelle de la directive, c'est ce qu'il faut respecter pour que la directive ait le sens de la directive. Donc, dans notre cas très précis, il faut identifier, donc, ce que je viens de dire, toutes les directives applicables au produit et s'assurer de la conformité à une seule directive. Enfin, si on s'assure de la conformité à une seule directive, ça ne suffit pas. Il y a plusieurs directives qui s'appliquent. Le respect et les validations des exigences essentielles de santé et de sécurité d'environnement, donc les fameuses exigences essentielles de la directive. Le choix de la procédure d'évaluation. Donc, dans la directive, ils sont indiqués comment on peut évaluer. Soit on teste un produit type, soit il peut y avoir aussi des contrôles de fabrication. Ça, c'est écrit dans la directive. On constitue le dossier technique, ça c'est important. C'est des preuves de conformité qui prouvent qu'on respecte les exigences essentielles de la directive. Ça, c'est attaché au produit. On fait la déclaration au lieu de conformité, qui est le document chapeau pour dire voilà, je vais mettre sur le marché ma borne de recharge en respect de telle directive. Donc, c'est très engageant. C'est en général le représentant légal de l'entreprise qui fabrique ou qui distribue ce produit. Et puis, on applique le marquage CE donc, sur le produit avec les logos réglementaires. Donc, nous, dans notre cas très précis, on peut lister les directives qui s'appliquent, évidemment. Les directives basse tension, de fait, puisqu'on va se brancher sur un réseau d'alimentation électrique en 230 volts, ou en France, derrière un point de livraison d'un abonnement. Donc, on est bien dans cette gamme de tensions-là. Donc, c'est surtout la directive basse tension va surtout traiter des exigences de sécurité liées aux risques électriques. La directive CEM, donc par rapport aux appareils électriques et électroniques et leur compatibilité électromagnétique, donc un appareil électronique qui va émettre des ondes électromagnétiques et puis il va en recevoir, et donc il ne faut pas qu'il soit perturbé et qu'il ne soit pas non plus perturbant, enfin, dans certaines proportions, on va dire. Et puis il y a aussi des directives qui peuvent s'appliquer, alors on le voit à la voix de plus en plus, la directive RED qui s'applique dès lors qu'on a une fonction radio sur notre produit, quel qu'il soit. Et les bornes communicantes, enfin les bornes de recharge sont souvent communicantes. Elles ont des modules radio, des modules RFID c'est considéré comme un module radio si on veut s'identifier, des modules GSM pour communiquer avec des systèmes de supervision. Et puis il y a une autre directive qui est la directive un petit ROHS, un petit peu particulière, qui concerne la restriction d'usage de certaines dans les produits électriques de certaines substances dangereuses. Il y a une liste, je crois, de 9 produits maintenant qu'il faut limiter. Bon, on va plus se concentrer maintenant sur les normes applicables liées aux directives. Donc, si on prend la directive basse tension, les normes qui vont s'appliquer, donc c'est les fameuses familles des normes 61851. Donc, on a des normes qui sont un petit peu vieilles aussi, 2011. Alors ça, c'est un extrait du JOUE, donc du Journal officiel de l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est les normes qui sont harmonisées. Et ça, c'est important. Ces normes harmonisées donnent présomption de conformité à la directive, aux exigences de la directive. Donc, cette norme-là est harmonisée au titre de la directive basse tension. Si vous l'utilisez, ça veut dire que vous respectez cette directive, une présomption de conformité. Et donc, dans la série des 61851, il y a la -1 qui a des exigences un peu générales. Il y a la -21 qui va décrire les exigences liées au véhicule. Il ne faut pas l'oublier, on n'en parle pas trop aujourd'hui puisqu'on se concentre sur les infrastructures de recharge, mais il y a des exigences liées sur le véhicule électrique. La -22, c'est une vieille norme maintenant, 2002, mais qui parle de la recharge en courant alternatif. Donc, c'est des exigences spécifiques à la borne. On va retrouver la -23, là, on bascule sur le DC. La -24, là, c'est sur la partie DC, mais la partie communication, on l'a dit tout à l'heure, la communication est beaucoup plus compliquée en DC, et donc il y a une norme spécifique, la -24. Ça, c'est des normes harmonisées. Si vous allez voir le journal officiel JOUE, vous aurez ces normes-là, pas d'autres.
Et il y a des normes plus récentes de la même famille qui ne sont pas encore harmonisées, qui ne sont pas encore descendues au niveau européen, en tout cas pas officiellement parues au journal officiel, justement. Et il y a une tirée 1 de 2019, beaucoup plus récente et beaucoup plus détaillée, qui pourrait être utilisée, mais même dans le cadre d'un marquage CE, parce que finalement, c'est une norme qui reste officielle, et il faut le dire, elle n'est pas harmonisée. Et puis, il y a une norme aussi associée qui est la tirée 21-2, qui, elle, n'est pas encore en EN, mais en IEC, qui, je la cite parce qu'elle est appelée par la tirée 1 2019, notamment pour tous les sujets liés à la CEM. Et on va retrouver les mêmes normes, enfin pas les mêmes normes, mais le même principe de normes harmonisées là, c'est pour la partie connectique. On a vu qu'il y avait des connecteurs, des prises spécifiques liées à l'usage du VE qui ne sont pas utilisés pour autre chose. Et donc, c'est les normes 6296, -1, -2 et -3. Je cite encore une fois celles qui sont harmonisées actuellement, qui apparaissent au journal officiel. Dans ces normes-là, on décrit tous les types de prises que j'ai présentés juste avant. Maintenant, si on parle de la CEM, on va retomber sur les normes génériques CEM, les fameuses familles des 61 000. Et ces normes-là, pardon, excuse-moi, oui, donc la tirée 1, c'est sur les normes dans résidentiel et commerciaux, industrie légère, sur l'immunité, c'est-à-dire tout ce que reçoit le produit en termes d'ondes électromagnétiques, de perturbations électromagnétiques, que ce soit en conduit au travers des câbles ou en rayonné, par émission rayonnée. Et puis la tirée 3, elle va parler de ce qu'émet la borne, et là aussi, elle doit respecter certains niveaux, que ce soit en conduit ou en rayonné. Donc ça, c'est des normes génériques. Par contre, ces normes génériques, elles font aussi appel dans la tirée 22 ou la tirée 23 à certaines spécificités liées aux bornes de charge, ou suivant la fameuse norme 61 851-2 qui est récente et qui parle aussi de elle, qui aborde le sujet de la CEM. Et puis sur la directive RED, là, on va devoir justifier que les produits radio, les modules radio qui sont utilisés respectent leurs propres normes, donc les fameuses normes ETSI, qui sont les normes de l'organisme qui gère toutes les plages de fréquences des différents modules radio. Donc là, la tirée 17, enfin le tirée 1, tirée 17, suivant le module radio, si on a du GPS, GSM, Wi-Fi, Bluetooth ou Bluetooth. Et puis, il y a la norme aussi, une norme 1489 qui est une norme CEM liée à l'aspect d'intégration du radio. Et puis la norme EMF, c'est sur les émissions par rapport au danger que pourraient représenter des ondes radio électromagnétiques pour les utilisateurs. Voilà. J'accélère encore un peu. Donc, si on fait un petit bilan rapidement sur le marquage CE, sur les produits de bande de recharge, alors le marquage CE, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est le point positif, c'est l'intérêt, c'est de la libre circulation sur tout le marché européen. Donc, c'est intéressant de ne pas avoir une barrière à chaque pays. Il n'y a pas un passage obligé par un tierce partie, hein, ce n'est pas une certification. On verra après ce que c'est que la certification. Et puis, il n'y a pas de normes strictement obligatoires non plus, il faut le reconnaître. On donne des normes harmonisées qui donnent présomption de conformité à la directive, mais les normes, elles ne sont pas strictement obligatoires, dans le sens où si elles étaient obligatoires, on ne pourrait pas inventer de nouveaux produits, il n'y aurait pas d'innovation possible. Voilà, les produits précèdent les normes et les normes arrivent après. Donc, si demain vous voulez inventer une borne de recharge avec un bras mécanique qui va lui-même débrancher la prise sur la voiture, ce n'est pas écrit actuellement dans le 61 851. Pourtant, on ne va pas vous interdire d'essayer d'inventer un nouveau produit qui va soulager l'utilisateur en évitant qu'il ait à brancher lui-même le véhicule. Et s'engage la responsabilité du fabricant ou de l'importateur. Donc ça, c'est un point positif dans le sens où ça l'oblige quand même à respecter une certaine qualité vis-à-vis de son produit. Et les limites, c'est l'autodéclaration, justement, c'est que tout le crédit, tout ce qu'on peut mettre derrière le fameux dossier technique qui donne les preuves de conformité. Il faut qu'il soit comment dire, on puisse s'y fier. La démarche peut paraître complexe, évidemment, puisque
il y a quand même une partie qui est autodéclarative, donc ça part bien de la personne physique ou morale qui met sur le marché le produit, hein, que ce soit un fabricant ou un distributeur. Et pour la charge du VE, ça c'est important aussi, les normes ne sont pas toujours suffisantes, et notamment on pense à l'interopérabilité. La spécificité des bornes de recharge, cet écosystème-là, c'est qu'il y a un petit peu deux mondes qui se rencontrent, le monde de la construction automobile et puis le monde des fabricants électriques, enfin, des produits électriques. Et c'est un peu nouveau qui se rencontrent. Donc les normes, ce n'est pas les mêmes d'habitude. Et là, donc on a une norme une 61 qui décrit tout ça. Et il faut que ces normes-là soient suffisamment précises et détaillées pour que, sans parler des aspects sécurité, mais des aspects fonctionnels, que lorsqu'on se branche, ça fonctionne bien, que la charge se lance bien, ainsi de suite. Et voilà, on pourrait dire qu'il peut y avoir des trous dans la raquette. Dit autrement, on n'imagine pas un fabricant de bornes ou de voitures, plutôt un constructeur automobile, ne pas tester un petit peu toutes les bornes qui se trouvent à sa disposition parce que voilà, pour s'assurer vraiment que ça fonctionne bien. Et puis voilà, le point négatif, c'est le décalage. Si on suit vraiment les normes, voilà, on l'a dit tout à l'heure, il y a une norme, la -22, qui est un peu vieille, d'ailleurs, qui a une date d'usage qui est dépassée, même si c'est sur un journal officiel. Mais voilà, il y a un cycle de vie des normes qui est toujours long et qui est un peu difficile à suivre. On a parlé donc des produits, beaucoup des produits. Là, on va parler un petit détour par les installations. Ça, c'est important. Quand je dis les installations, c'est le rôle de l'installateur. Et là, je vais me concentrer que sur la France parce que là, autant sur les produits, le marché européen et le market share nous permettent de mettre sur le marché des produits qui sont marqués CE dans toute l'Europe. Il n'y a pas trop, il y en a, mais pas trop d'écart. Autant sur les installations, il y a quand même des écarts. Ce sont des normes qui sont spécifiques nationales et qui peuvent aussi avoir des conséquences sur les produits. Là, je pense bien entendu par exemple, aux obturateurs en France qui sont nécessaires sur les bornes de recharge et qui ne sont pas, par exemple, en Allemagne. Donc, il y a le fameux décret de 2017 du 12 janvier relatif aux infrastructures de recharge. Et là, il y a plusieurs articles, évidemment. Et je me penche sur les 3 articles qui concernent l'installation et la maintenance des infrastructures actuellement. Et le premier article, il est important parce que c'est le premier article, il oblige aux installateurs d'être qualifiés pour installer des bandes de recharge. Dès lors que la puissance de l'infrastructure de recharge, hein, ce n'est pas forcément une borne, ça peut être une simple prise, soit supérieure ou égale à 3,7 kW et qu'on ne se trouve pas dans un domaine privé. En gros, on pourrait installer nous-mêmes, on va dire, ou un électricien non qualifié, une prise spécifique, bande de recharge, 16 ampères à la maison, pour soi. Et si on devait en installer 10 sur un parking d'une entreprise pour une petite flotte de véhicules électriques, bah ça doit se faire par un installateur qualifié. Et bien sûr, pour les bornes de recharge, il y a des puissances aussi. Qualifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est reconnu par un organisme de qualification. Alors, en France, c'est Qualifielec ou AFNOR. Et pour être reconnu par un organisme de qualification, il y a plusieurs choses à apporter. Il faut montrer qu'on est électricien, qu'on a des bonnes assurances, ainsi de suite. Mais il y a une chose importante, il faut montrer qu'on a suivi une formation qui est reconnue, enfin l'IRDE, et qui permet, donc on a une attestation de formation pour dire je peux être qualifié, enfin, je peux prétendre être qualifié comme installateur IRDE. L'article 23, c'est une petite précision sur la sécurité, là, sur le dispositif, la nécessité de mettre un différentiel sur une ligne dédiée. Et puis l'article 24, aussi intéressant, qui oblige aux opérateurs pour les bornes publiques un passage de maintenance, c'est-à-dire on ne doit pas laisser une borne en panne trop longtemps. Et puis même, les infrastructures de recharge ouvertes au public sont inspectées au moins une fois par an. Alors, elles peuvent l'être au titre des règlements des établissements de recevement du public. On est obligé de justifier la sécurité là, mais ça peut être une inspection liée à la borne de recharge. Elle doit être inspectée une fois par an. Alors là, on a parlé du marquage CE. On va un tout petit peu plus loin dans ce type d'approche liée à la mise sur le marché, au respect des réglementations européennes, au respect des réglementations nationales, au respect des réglementations sur le produit et sur le respect des réglementations sur l'installation.
Si on va un tout petit peu plus loin, il existe aussi des normes, des marques de certification. Alors, il y a la marque Iviredi, qui est connue maintenant, c'est une marque volontaire qui vise à faire de la sécurité, de l'interopérabilité, de la performance, d'améliorer ces points-là en tout cas. Et là où c'est important par rapport au marquage CE, c'est qu'on n'est plus dans une autodéclaration, on est dans une certification. Donc on passe par un certificateur, tierce partie, qui s'appelle ASEFA. Là, il y a tout un tas de règles à respecter qui obligent à passer par des laboratoires, à faire des essais suivant un référentiel technique précis, des laboratoires qui sont reconnus, qui sont audités par le certificateur. Donc, cette marque a été lancée par Renault, permet ceci. Et puis aussi, les spécificités importantes, cette marque couvre à la fois le produit et son installation. Donc, il exige des choses au niveau de l'installateur. On retombe un petit peu sur le décret, puisque une des exigences, c'est que l'installateur soit formé. Donc, si on continue, si on va un tout petit peu plus loin, alors j'en parle aussi, la certification de la marque Z-Ready, là, c'est une certification, ce qu'on appelle seconde partie, délivrée par Renault, qui s'assure la continuité, puisqu'on est obligé d'être EV-Ready pour être Z-Ready. C'est l'entière interopérabilité avec les véhicules Renault Z2. Donc, il y a des tests de qualification qui sont faits chez Renault sur les véhicules Renault pour s'assurer que les infrastructures qui sont candidates à cette marque marchent bien, fonctionnent bien ou correctement avec les véhicules Renault. Voilà. Moi, j'ai fini ma partie pour le moment. Alors, je pense que c'est Guylaine qui doit prendre un peu la suite pour vous parler un petit peu de certification internationale. Alors, ça va être plus court, hein, mais si on veut aller au-delà du marché européen. Je vais faire plus court. Merci. Vous m'entendez bien là maintenant? Oui, ça va. Oui. Ok, super. Bon, je vais partager mon écran. Merci Jean-Paul, j'en profite par rapport aux différentes questions qui ont été posées. À chaque fois, vous avez la bonne réponse qui est mise en exergue. Si on n'est pas revenu dessus, c'est que la majorité des personnes qui ont répondu ont donné la bonne réponse. Donc voilà, merci Jean-Paul. Ok. C'est bon la Rémi, tu as mon écran? Peut-être, tu sais, intervertir dans paramètres d'affichage, intervertir les deux. D'accord. C'est parfait. mieux. Voilà. Donc, après ce que Jean-Paul vous a un peu parlé du marquage CE qui concerne l'Union européenne, tout à l'heure, il y avait une question, les normes sont harmonisées, les normes sur les produits sont harmonisées pour les pays qui font partie de l'Union européenne. Le marquage CE, c'est le même quel que soit le pays. Après, il y a des points sur lesquels on peut avoir des petites déviations, mais le tronc commun est le plus important. Quand on veut accéder à l'étranger, c'est vrai pour les bornes de charge, mais c'est vrai pour beaucoup de produits électriques, le marquage CE n'est pas suffisant, il est rarement suffisant. Si vous regardez le bloc d'alimentation de votre PC, vous verrez qu'il y a plein de logos, plein de sigles divers et variés. Ils correspondent à des marquages, des marques qui sont applicables à différents marchés. Si vous voulez aller en Amérique du Nord, vous aurez des marques qu'on appelle NRTL pour les États-Unis, à la partie CEM radio qui est gérée par un organisme qui s'appelle la FCC. En Chine, il y a le marquage triple C. Donc, toutes ces marques-là sont nécessaires et obligatoires pour mettre un produit, quand il est dans le domaine d'application de la marque, pour mettre un produit sur le marché. Donc, ça peut vouloir dire devoir faire des essais dans différents pays chaque fois qu'on veut accéder à un nouveau marché. Alors, pour simplifier les procédures, il y a depuis de nombreuses années la Commission électrotechnique internationale, qui a travaillé à l'harmonisation des normes dans le domaine électrique. C'est la CEI, les normes, vous avez noté tout à l'heure que ça s'appelait CEI 61851, puis elles sont ensuite adoptées en normes européennes en EN 61851. Mais on a un tronc commun, le tronc commun défini par l'organisme international, la Commission électrotechnique internationale. Et au-delà de la norme, il y a une procédure, un schéma de certification qui a été développé aussi, qui s'appelle le schéma OC ou CIBI Scheme, on parle souvent de CIBI, qui est une reconnaissance mutuelle des essais réalisés par les
différents membres de ce schéma. Donc aujourd'hui, il y a plus d'une cinquantaine de pays qui sont membres du schéma de certification. Et depuis quelques années, la catégorie pour l'électrique, Electrical Vehicle, pour les infrastructures de charge, ELVH, a été mise en place. Donc, pour les bornes de charge, on peut aussi utiliser ce schéma pour atteindre des marchés en dehors de l'Union européenne en faisant des essais suivant la norme internationale CEI et en obtenant un rapport et un certificat qui permettra plus tard d'obtenir une marque de certification locale si elle est applicable sur le marché. Donc, il y a aussi, je vous invite après à aller regarder sur le site de l'IECE où vous trouverez toutes les informations relatives à ce schéma, sur les normes ou à revenir vers nous avec vos questions. Donc, ça fonctionne avec un schéma, avec des documents qui sont codifiés, qui sont en anglais et qui sont une trame qui est commune, qui est décidée entre les différents membres du schéma. Un laboratoire, le CTL Testing Laboratory, émet un rapport au format CB ou OC. Il y a un certificat qui est associé et ce document, il va être reconnu par les organismes étrangers auprès desquels vous seriez susceptible de faire une certification. Donc, juste schématiquement, si vous n'utilisez pas le schéma OC, que vous voulez accéder à différents marchés, ça vous oppose de refaire des essais chaque fois de manière indépendante. Donc, il y a un coût supplémentaire, il y a des délais supplémentaires. Où les essais se font à distance, vous n'avez pas forcément toute la même maîtrise. Alors que quand on va passer par le schéma de certification internationale, vous faites vos essais dans ce schéma. Alors, ça coûte initialement un peu plus cher, puisqu'on va prendre en compte l'ensemble des marchés qui sont visés. Mais à la fin, vous aurez des rapports et certificats qui vous permettront de mettre votre produit sur plus de marchés. Alors, ça a ses limites. Il faut que la norme elle soit reconnue. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a des normes particulières qui sont développées sur les bornes de charge. Donc, le schéma, il ne marche pas complètement. Mais c'est quand même un outil formidable pour faciliter l'accès et permettre d'accéder à différents marchés en faisant des essais une fois avec un seul rapport. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'international. Et pour conclure, je vais passer la parole à Florent Marais du groupe Bureau Veritas, notre maire à nous LCIE, qui va vous parler de l'offre d'accompagnement global de Bureau Veritas. Merci beaucoup, Guylaine. Merci, Guylaine. Je vais prendre la main et je vais essayer de faire vite puisqu'on a largement dépassé l'horaire. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Non, pas encore. Parfait. Merci. Donc, notre démarche chez Bureau Veritas, cela consiste à accompagner nos clients sur ce sujet RVE qui va être un vecteur de la transformation de la mobilité, comme Jean-Paul l'a expliqué, vers la mobilité électrique et la mobilité hybride électrique, à très court terme, à moyen terme et à long terme, puisque c'est 100 000 bornes qui vont être installées là, dans les mois à venir sur la voie publique. Puis, on annonce effectivement plusieurs millions de véhicules électriques et donc plusieurs millions de points de charge, à la fois chez les particuliers, mais également au niveau des entreprises et sur la voie publique, donc d'ici quelques années. Le contexte est effectivement simple sur la mobilité électrique. Il y a un essor car il y avait des freins à cet essor il y a encore quelques mois. Le mix produit proposé par les constructeurs n'était pas attractif, des prix très élevés, une gamme produit relativement faible et une autonomie inférieure à 200 km, excepté pour Tesla. Tous les constructeurs, même généralistes, ont levé ces freins en proposant des modèles très attractifs. Et donc, le dernier levier à lever, c'est de pouvoir se recharger partout où on circule avec sa voiture, que ce soit en ville ou que ce soit sur les autoroutes ou sur les routes nationales. Donc, nous avons présenté dans cette offre notre savoir-faire sur l'ensemble des filiales du groupe. Le SCIE est une des filiales, mais on a aussi bien notre entité en charge de la certification que notre entité en charge de la construction et de l'exploitation,
beaucoup de savoir-faire autour de cette problématique IRVE, et nous avons fait le choix, avec les métiers, de proposer à nos clients une offre globale dédiée à l'IRVE. Donc, nous accompagnons tous nos clients, quels qu'ils soient, sur l'intégralité de la chaîne de valeur, de la phase d'avant-projet à la phase de projet, jusqu'à la phase de réception, mise en service. On a en parallèle de ces phases projet, de ces phases de réception, des modules dédiés à la formation, qui sont des modules qui peuvent être customisés pour former vos personnels à l'électromobilité, ou plus typiquement un module pour former les installateurs IRVE qualifiés, certifiés AFNOR. Voilà. Donc cette offre se retrouve sur l'offre borne de recharge électrique. Vous pouvez la consulter sur notre site internet Bureau Veritas ou sur le lien que vous voyez à l'écran. On adresse dans cette offre 4 typologies de clients: les fabricants, les promoteurs de projets. Les promoteurs de projets sont des industriels, mais également des promoteurs immobiliers ou des copropriétés, les installateurs de bornes de recharge et les exploitants. Donc, on a synthétisé vos enjeux. Pour le fabricant, nous vous assistons pour fournir la preuve à vos clients que vos produits ont été bien imaginés, développés et contrôlés par un organisme indépendant, afin, je dirais, de vous inscrire dans une démarche en cohérence avec la réglementation. Ça, c'est typiquement les activités couvertes par notre laboratoire LCIE, dont Guylaine vous a parlé précédemment. En tant que promoteur de projet, vous êtes un acteur éco-responsable, et donc vous allez vers l'adhésion de vos salariés ou du plus grand nombre de personnes vers la mobilité électrique en équipant vos futures constructions ou votre parc immobilier ou votre parc immobilier tertiaire ou industriel pour recevoir du public et qu'ils puissent effectivement recharger leurs véhicules électriques. Si vous êtes installateur, vous allez vous assurer de la montée en compétences et de la professionnalisation de vos équipes, et vous allez vérifier que la conformité des installations dont vous avez la mise en œuvre est effectivement bien réalisée. Et enfin, en tant qu'exploitant, votre intérêt, ça va être de présenter auprès de vos clients, je dirais, un réseau de bornes qui fonctionne correctement et en toute sécurité et je dirais avec une fiabilité, une disponibilité sans faille. Sur tous ces sujets-là, on peut vous aider, puisque en avant-projet, on est capable de vous apporter du conseil et de l'aide à la décision sur les éléments techniques et de vous aider à monter les dossiers, les permis de construire, etc. Sur la phase projet, on est capable de vous aider à choisir la technologie de borne, d'aller diagnostiquer les stations sur lesquelles vous voulez installer vos équipements, et également, avec nos services, vous aider sur toute la problématique de connectivité, de cybersécurité. Enfin, lors de la réception et de la mise en service, on est capable de vous assister sur tous les domaines. On vous assiste lors de la vérification initiale électrique, lors du consuel, et également, Jean-Paul le disait, c'est réglementaire dans le cadre du contrôle périodique, il faut réaliser sur les bandes qui sont installées. Et enfin, on peut certifier également la qualité de service de l'installation qui a été réalisée. Donc vous verrez ici sur ces slides-là, on a distingué le type de service qu'on pouvait proposer par profil client. Donc, pour les fabricants, on va se retrouver sur des phases avant-projet et projet, avec des activités essentiellement couvertes par le LCIE. J'en ai mis certaines en gras, comme le testing des bornes et également la qualification des bornes avec le marquage CE. On peut vous aider avec des cursus formation donc dédiés à l'électromobilité ou dédiés à la norme et la conception des bornes. Maintenant, pour les promoteurs du projet, on a une offre très large. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en avant-projet, on peut vous aider à identifier les sites. On peut vous accompagner évidemment sur le choix de l'installateur, mais surtout sur le choix de l'équipement que vous voulez installer. On peut réaliser des études de faisabilité électrique, vérifier les notes de calcul, faire des diagnostics sur le sol, l'amiante, l'incendie. Et
Également, je le disais précédemment, vous assistez dans toutes les démarches administratives. Concernant maintenant la conduction du projet, on a via notre filiale Bureau Veritas Construction un vrai savoir-faire, c'est sur la partie contrôle technique construction et la coordination CSPS qui est dans le cadre du Code du travail une obligation si vous faites intervenir deux sociétés externes sur votre chantier. Vous êtes dans l'obligation d'avoir un coordinateur CSPS pour encadrer la sécurité de ce chantier. Voilà. On fait également tout ce qui est contrôle des entreprises qui interviennent et le suivi des travaux. Enfin, pour la réception et la mise en service, on vous aidera sur tout un type de problématiques d'assistance technique, mais également de levée de réserve, de vérification documentaire et de contrôle de la qualité de la pose des bornes. Pour les installateurs, on a une offre qui est très simple à appréhender. On peut les aider quand ils installent et qu'ils proposent du matériel à choisir leur matériel, puis à aller auditer les stations essentiellement sur du diagnostic électrique, à vérifier les notes de calcul et puis, c'est une obligation réglementaire là encore, à réaliser un consuel s'il y a transformation du tableau général basse tension, puis à faire la vérification initiale électrique qui est également réglementaire. On a une capacité à accompagner les installateurs sur le programme de qualification des techniciens à travers nos modules, installateur IRVE et installateur EVREDI. Si en tant qu'installateur, vous avez besoin de former du nouveau personnel à l'électromobilité, nous pouvons également construire des modules, je dirais, en fonction de votre cahier des charges. La partie exploitant maintenant, nous aidons les exploitants des bornes de recharge à sécuriser leur système de supervision, à sécuriser les données lors de l'utilisation de la borne avec nos spécialistes en cybersécurité. Nous intervenons en vie courante lors de la vie de l'utilisation de la borne en contrôle périodique. Et enfin, nous avons là encore également vocation à vous assister dans tout ce qui est formation. Alors pourquoi nous choisir et pourquoi choisir Bureau Veritas? Nous avons mis en place une page web dédiée qui est accessible sur https://contact.bureauveritas.fr/IRVE qui va vous permettre de rentrer en contact directement avec notre équipe dédiée et de poser vos questions, de faire appel à nous pour des besoins d'assistance, des besoins de formation, des besoins de tests. On a mis en place ce service en B2B et on peut mettre en place, à travers un bordereau de prix pour les grands comptes, une logique à travers une démarche projet, puisque vous pourrez, en faisant appel à nos services, mettre Bureau Veritas en avant, qui est une vraie marque de confiance pour vos donneurs d'ordre et pour vos clients finaux et vos partenaires. À date, Bureau Veritas est le seul groupe spécialisé sur le testing, l'inspection et la certification à proposer cette approche vraiment d'accompagner globalement nos clients sur cette problématique IRVE. Et donc, je vous le disais, on a une dynamique également d'accompagner nos grands clients en B2B, où on est capable de mettre en place une gestion de projet avec une organisation centralisée pour traiter tous les demandes d'un même client. Et donc, ça, je dirais que ce système et cette organisation vous confèrent plus d'efficacité et un gain de temps non négligeable. Voilà les messages principaux que je voulais vous délivrer. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Florent. On va passer à la partie questions-réponses. On va privilégier s'il y a des questions en direct, donc n'hésitez pas à lever la main et on prendra vos questions. Sinon, j'ai vu qu'il y avait encore quelques questions qui sont restées sans réponse sur le chat. Donc, on va peut-être passer aux questions. En attendant que si les personnes veulent lever la main, en attendant, on va peut-être commencer certaines questions. J'ai une question pour toi, Florent. Est-ce que l'offre globale de services s'applique aussi pour des projets internationaux? Oui, à étudier en fonction des pays. Mais oui, puisque le Bureau Veritas est présent dans 140 pays, on a des projets qu'on mène pour des
Excuse-moi, on en t'entend pas français. très bien, on a de l'écho. Ah, pardon. Alors, est-ce que ça va mieux là? Vas-y, essaye. Mais on mène des Ouais. programmes internationaux pour des grands clients français partout en Europe. Donc la réponse est oui. Donc la réponse est oui. Ok. Alors, on a une demande de Mathieu Chalinier. Votre micro est réactivé, vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour, Mathieu Chalinier, société Stobli. Donc, on travaille sur des produits innovants, mais qui ne rentrent pas trop dans le cadre de ce que vous avez présenté, puisqu'on parle de courants et de tensions beaucoup plus fortes. On voit se développer malgré tout, pour les charges rapides, des solutions refroidies. Et je voulais savoir ce que ça impactait au côté véhicule, parce qu'on voit à côté station de charge, donc des câbles refroidis, des connecteurs refroidis. Comment ils font côté véhicule pour refroidir tout le système de câblage jusqu'à la batterie? Et qu'est-ce que ça implique comme normes supplémentaires, ou est-ce qu'il y en a qui sont en cours de rédaction pour répondre à ces contraintes? Alors, donc je vais répondre concernant les exigences sur le véhicule. Là, je ne saurais pas vous répondre sur une nécessité de refroidissement, enfin, quelles normes j'utilise. Après, je sais effectivement que sur la partie infrastructure, dès lors qu'on va parler de courant de plus en plus élevé, on peut pas augmenter la section des conducteurs infiniment. Donc, à un moment, il faut une galerie, il faut refroidir. Mais côté vécu, je ne peux pas vous répondre tout de suite. Je peux essayer de me renseigner par contre. J'en profite pour faire une parenthèse. Effectivement, toutes les questions qui seront restées sans réponse, en fait, on va les récupérer et on vous répondra de façon personnalisée dans les jours à venir. J'ai une question sur le chat de Maxime Gretener nous demandant qu'en est-il de la directive 2014-94 EU sur le déploiement d'une infrastructure pour carburant alternatif? Cette directive, en fait, le décret français découle directement de cette directive, de la directive sur le déploiement de l'infrastructure qui s'appelle carburant alternatif. Je ne sais pas si c'est le sens de la question, mais en tout cas, ce décret français, je n'ai pas dit, effectivement, le dernier décret de 2017 va sans doute être revu. Enfin, il est en cours il y a un travail actuellement. Et très prochainement, il y aura sans doute un nouveau décret qui va s'adapter aux nécessités, enfin, au marché français en tout cas, avec des nouvelles spécifications, enfin des nouvelles exigences. Et on n'a pas cité cette directive parce qu'elle ne rentre pas directement dans le marquage CE des produits. Ah oui, si le sens de la question c'est ça, voilà, c'est vraiment lié au déploiement. C'est plus cette directive, elle impose aux États membres des objectifs à respecter en termes de déploiement. C'est pas des exigences techniques comme les directives basse tension liées à la sécurité électrique des produits. Donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas dans le cadre du marquage CE. D'ailleurs, cette directive n'implique pas de marquage CE, mais par contre, elle donne lieu à des déclinaisons nationales, notamment en France avec le décret. D'accord, merci. On a une question de Fabrice Serrano qui nous demande, dans le cadre de la Smart Grid, des expérimentations ont lieu sur la mise en place de la structure de charge bidirectionnelle, VE et réseau. Avez-vous des informations sur l'intégration de ces technologies dans les normes actuelles? Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Effectivement, on s'est concentré sur l'IRVE, c'est la borne, le matériel d'interface entre le réseau de recharge, on va dire, et la voiture. Mais effectivement, il y a aussi toute une infrastructure liée au smart grid, à la réinjection sur la voiture. Actuellement, et dans les normes 61851, c'est pas clairement, il n'y a rien de défini. Mais c'est des sujets qui reviennent. Les choses sont plus claires sur les aspects protocole de communication. Donc, le 1518 permet ce qu'on appelle le véhicule to grid, de communiquer.
Mais sur la conversion d'énergie qui permettrait par exemple, de réinjecter de la voiture vers de l'énergie vers le réseau d'alimentation, ce qui forcément sera intéressant à très court terme. Je ne connais pas de normes actuellement qui définissent ça. D'accord. J'ai une question peut-être plus généraliste. Doit-on passer par un laboratoire externe pour une certification CIBI ou peut-on s'auto-certifier? Ah non, dans le cas du CIBI, il n'y a pas de certification. Alors déjà, auto-certifier, c'est un mot à bannir, ça n'existe pas. Certifier, ça veut dire passer par un organisme tiers indépendant. Donc, une certification est délivrée par un organisme indépendant. Et dans le cas du CIBI, il y a des organismes qui sont autorisés, pour être autorisés, donc c'est des laboratoires d'essai qui font des organismes de certification, laboratoires d'essai qui sont membres de ce schéma et ils se font auditer par leur pairs pour pouvoir justifier de leurs compétences. Et donc, un fabricant ne peut pas tout seul évaluer un produit et dire qu'il est conforme. Alors qu'on a le marquage CE, qui n'est pas une certification, qui est une évaluation du produit. Dans le marquage CE, le fabricant peut évaluer son produit lui-même ou utiliser les services d'un laboratoire reconnu ou pas et marquer CE dans tous les cas son produit. D'accord. Donc, si on parle de certification, on passe par un organisme reconnu. Voilà. J'ai une question de Javier Pérez qui nous demande la norme de référence pour le câblage borne à l'intérieur à utiliser. Est-ce que ça serait l'EN 61296? Sur le câblage à l'intérieur, le cordon de charge. C'est la 60296 qu'ils voulaient mettre. Ouais. 6296, non, je ne sais pas si Javier s'il peut prendre la parole. Il peut prendre la parole pour expliquer. Bon, Javier, vous êtes là? Ou par le chat. Bonjour. Ouais. On vous entend de très très loin. Dans ces cas, peut-être ça serait mieux que j'écrive sur le chat. Là, on vous entend là. Okay. Maintenant, vous m'entendez? Maintenant, c'est bon. Merci. Bon, je travaille pour un fabricant de câbles ici en Espagne. Je voudrais savoir où est-ce que moi je peux trouver les spécifications pour le câble utiliseur à l'intérieur de l'infrastructure de recharge, mais aussi entre le borne et le véhicule. D'accord. Alors, effectivement, dans l'intérieur de la borne de recharge, on est sur du câblage classique de tout ce qu'on peut trouver dans n'importe quel produit électrotechnique, hein, d'une armoire après, ça dépend où on va l'installer peut-être, mais ce n'est pas spécifique au fait qu'on ait une bande de recharge, qu'on soit lié à la charge du véhicule. Donc, il faut adapter par rapport aux normes d'installation, par rapport au courant, par rapport aux gammes de température, mais il n'y a pas de norme spécifique. Par contre, effectivement, entre la borne et la voiture, le cordon qui va servir, enfin, le câble qui va servir à faire le cordon de charge, là, il y a des normes de référence dans la 61851. Et il y a aussi une norme qui est le N50620, qui est souvent utilisée pour les fabricants des câbliers en vue de fabriquer des cordons de charge. Merci beaucoup. C'est ça que j'avais besoin de savoir. Merci beaucoup. Peut-être s'il y a encore une ou deux questions en direct, c'est des personnes qui souhaitent prendre la parole. Sinon, on a déjà bien dépassé. En tout cas, merci aux trois conférenciers du jour de nous avoir éclairés sur ce sujet. Donc, Rémi, tu vas prendre en compte toutes les questions et puis on reviendra vers vous ultérieurement pour répondre. Exactement. Personnellement. Parce que là, il y en a pas mal, il y a à la fois dans le chat et à la fois dans le question-réponse.
Oui, tout à fait. Donc, on va prendre un peu plus de temps pour y répondre. Écoutez, merci à tous. On va pouvoir clôturer ce webinaire. En tout cas, c'était très instructif. Merci Florent, merci Guylaine, merci Jean-Paul. Merci à vous tous. Merci. Au revoir. Au revoir.